enfin, juste sur le bord externe de l'orbite de Neptune, tous ces points colorés, désignant différentes catégories de transneptuniens, ce sont la ceinture de Kuiper. Donc 2700, et cette ceinture de Kuiper fait partie d'un des 2 ou 3 réservoirs du système solaire en petits corps. En fait, c'est un disque de débris. Il y en a 2 dans le système solaire. Il y a la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et il y a ici, au-delà de Neptune, la ceinture de Kuiper. Donc je vous laisse lire ça. C'est en termes de masse, très très peu. Pour par exemple, la masse des astéroïdes, c'est 0,005 fois la masse terrestre. Et au niveau de la ceinture de Kuiper, c'est quelques centièmes à quelques dizaines de masse terrestre, donc très très peu. C'est un disque de débris, donc des résidus de la formation du système solaire. Il ne s'est pas formé une seule et unique planète pour 2 raisons, l'une ou l'autre dans chacun des cas. Soit vous n'avez pas pu coaguler, on parle d'accrétion planétaire, donc les objets ne se sont pas rencontrés. C'est le cas de la ceinture de Kuiper, car ils sont trop dispersés. Et dans le cas de la ceinture d'astéroïdes, il y avait rencontre pour coaguler, pour accréter, sauf que ici, quand il y avait rencontre, il y avait fragmentation, parce que les vitesses sont beaucoup plus fortes. Et pourquoi elles sont beaucoup plus fortes? Parce que excitées par la présence toute proche du mastodonte du système solaire, Jupiter. Et ces disques de débris, eh bien, on les trouve autour d'autres étoiles. Donc c'est à partir des années, dans les années 2000, même 80, on découvre de plus en plus de disques, avant même de découvrir des planètes, des disques autour des étoiles, comme ici Beta Pictoris. Eh bien, ces disques-là, qui rayonnent dans l'infrarouge, signent la présence de disques protoplanétaires, restent de la formation planétaire. Peut-être qu'il y a des planètes à l'intérieur. On sait qu'il y en a maintenant dans quasiment tous ces disques. Et ce sont en quelque sorte des exo-ceintures de Kuiper. Eh bien, cette ceinture de Kuiper, j'emploierai le mot ceinture de Kuiper ou objet transneptunien indifféremment, eh bien, on découvre que ce sont des objets assez incroyables en termes de tout, quoi. En termes, par exemple, ici, d'orbite. Donc, on parle de structures dynamiques très excitées. Excitées, ça veut dire avec une inclinaison très forte ou une excentricité très forte. Donc, c'est un diagramme technique, mais je pense que vous êtes assez connaisseur en matière d'astro, si j'en crois. C'est vrai, vous êtes un public plutôt averti. Dites-moi si c'est trop compliqué. Oui. Bon, alors ici, vous avez le demi-grand axe. Ici, vous avez l'excentricité. Donc l'excentricité traduit l'écart par rapport à la circularité. Donc plus l'excentricité est déviant de 0, plus l'orbite est elliptique. Donc vous voyez que finalement, les planètes seraient ici. Eh bien, la ceinture de Kuiper, elle est tout sauf dans le disque des planètes, puisque vous voyez, tous les objets sont à peu près au-dessus de 0. Voilà. Et tous ces objets sont des différentes catégories de transneptuniens. Donc les classiques sont les bleus, sont à peu près les moins excités, si vous voulez. Et en rouge, vous avez les objets résonants. En particulier, les objets résonants, ce sont ceux qui sont en résonance avec Neptune. Pluton, on a dit qu'il était en résonance, il se trouve ici, à 39 UA. Et on a trouvé plein de petits objets avec Pluton, les petits copains de Pluton qu'on a appelés des plutinos. Finalement, Pluton n'est pas du tout un cas à part. Ce n'est pas un objet finalement anormal, comme on aurait pu le penser au départ. Et on a d'autres objets, ceux-là, par exemple les jaunes, ce sont des objets qui sont dispersés, ils sont complètement fous, parce qu'ils ont des excentricités très très fortes. Ce sont des orbites très très elliptiques. Eh bien, ce diagramme, il est à compléter avec ça. Regardez ici, dans ce qu'on appelle le disque froid, là où les orbites seraient circulaires. Bon, ici on en a un peu. Eh bien, au-delà de 48 UA, on n'a rien. Eh bien, ça c'est un mystère. On appelle ça la falaise de Kuiper. Donc, il y a un grand vide au-delà de 48. On ne comprend pas trop pourquoi. Eh bien, et puis j'ai piqué pour vous, j'ai trouvé pour vous le recordman du système solaire, si ça peut vous amuser. C'est 2014 FE 72. C'est l'objet le plus lointain, le plus extrême que j'ai pu trouver dans notre collection. Il est à un demi-grand axe de 2170 UA, mais ce qui va plus vous frapper, c'est son
une excentricité 0,98, c'est presque 1. 1, c'est quasiment parabolique ou hyperbolique. Une inclinaison d'une vingtaine de degrés. Ça veut dire qu'il s'approche au plus près à 36 UA et va jusqu'à 4300 UA. Et si on fait le calcul, une période de 100 000 ans. Un tour pour faire autour du Soleil de 100 000 ans. C'est l'objet le plus extrême que j'ai pu trouver. Eh bien, dans cette figure, ça s'arrête jusqu'à 70. On voit les excentricités de 0,5. Vous avez compris qu'il y a des excentricités beaucoup plus importantes. Sur cette image, on voit l'entièreté de la ceinture de Kuiper, avec des objets extrêmes, voyez, jusqu'à presque 1. Tous ces objets-là sont extrêmes. On retrouve ici les classiques, les résonants. Voilà. Et donc ça, c'est les dernières données que l'on a de Shepard et Trégio de 2016. Et on va y revenir. C'est grâce à ces observateurs très émérites qu'on a pu avoir des indications de cette fameuse planète 9. Et si vous n'avez rien compris à ces diagrammes un peu compliqués, voici une vue plus simpliste où il n'y a pas toutes ces histoires d'excentricité. On voit le système solaire vu de profil. Vous avez ici le plan de l'écliptique, là où se résident toutes les planètes. Vous avez ici les distances qui s'accélèrent de plus en plus. Le Soleil ici, les planètes telluriques ici, la Terre à 1, donc en unité astronomique. Jupiter à 5, entre Mars et Jupiter, la ceinture d'astéroïdes. Et Saturne à 10 unités, Uranus à 20, Neptune à 30, et à partir de Neptune se trouve cette fameuse ceinture de Kuiper. La partie froide, donc la partie pas excitée, et la partie surtout excitée, donc ce disque qui s'évase, qui va au-dessus de l'écliptique. On ne sait pas jusqu'où, et peut-être pour rejoindre ce fameux troisième réservoir de petits corps, qui est le nuage de Oort, qui lui était un réservoir sphérique. Et où s'arrête le système solaire? C'est une question qu'on me pose souvent. Eh bien, la définition la plus sensée, c'est quoi le système solaire? C'est l'ensemble des objets qui sont gouvernés par l'attraction gravitationnelle du Soleil. Et donc, où pourrait se terminer le système solaire? Eh bien, ma foi, là où cesserait cette autorité gravitationnelle. Et qui pourrait la contester, cette autorité gravitationnelle? Eh bien, c'est l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure. Donc c'est pour ça que ce nuage de Oort, on le met à peu près à mi-chemin entre notre Soleil et Proxima du Centaure, à 2 années-lumière, à 100 000 unités astronomiques du Soleil. Et cette falaise, je la mets ici, et cet objet record, je le remets ici. Voilà. Maintenant, parlons de cette planète, et surtout, quand on parle de planète, mais c'est quoi une planète? Comment définissons une planète? C'était l'actualité de 2006, on a revu le mot planète, et comment on a revu ce mot planète? À partir, il fallait trouver une définition non subjective, pas une définition de taille, c'est subjectif, pas une définition d'atmosphère, de satellite, tout ça, on ne s'y retrouve pas, il faut vraiment trouver une définition physique, et la définition physique, finalement, elle est venue naturellement, quand on comprend le processus de formation du système solaire qui commence à partir d'une nébuleuse de gaz et de poussière qui s'effondre au centre pour former un disque. Et puis la matière est comprimée de plus en plus au centre, ça tourne de plus en plus vite, au centre naît le Soleil, et à la périphérie, des grains s'agrègent. Des grains se condensent, et les grains confinés dans un disque, fatalement, tôt ou tard, ils se rencontrent. Des grains qui se rencontrent, qu'est-ce que ça fait? Dites-moi. Ça fait un grain plus gros. Et quand 2 grains plus gros se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Un grumeau, etc. C'est comme une boule de neige qui dévale une tempe, ça grossit de plus en plus. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'accrétion planétaire. Et ça grossit pour former des grumeaux, des planétésimaux et, in fine, des planètes. Et donc, c'est quoi une planète? Eh bien, c'est un objet qui a fait son job de planète, donc qui a nettoyé son environnement orbital. Et donc, qui dit nettoyer, dit plutôt, comparer cet objet par rapport aux petits objets qu'il n'a pas pu nettoyer. Donc, il faut comparer, par exemple, l'objet par rapport à son environnement. Et quand on regarde les astéroïdes, géocroiseurs, parce que la Terre n'est pas seule, il y a une pléthore d'objets qui croisent l'orbite de la Terre, eh bien, ça fait que 1/1000000 de la masse de la Terre. Et même dans la ceinture d'astéroïdes, Cérès, on pourrait considérer Cérès comme une
planète, elle fait 1000 km. Eh bien non, puisque Cérès, c'est seulement un tiers de la masse de tous les astéroïdes. Donc il y a ce critère de domination dynamique, d'être l'objet le plus conséquent, parce qu'on a réussi à nettoyer son orbite. Et si on fait ce petit travail dans un diagramme ici où je mets la masse de l'objet et ici la masse de la population locale, vous voyez que toutes les planètes voilà, de Mercure jusqu'à Neptune, elles sont au-dessus de cette ligne qui représente le rapport 100 sur 1. Donc on est 100 fois plus important que ce qu'il y a autour. Par exemple, la Terre, elle est beaucoup plus importante que tout ce qu'il y a dans les géocroiseurs. Eh bien, Cérès n'est pas du tout prépondérant, et non plus Pluton, parce que Pluton, c'est qu'un objet parmi tant d'autres de cette ceinture de Kuiper. Donc retenez cette nouvelle définition, qui est celle qui prévaut depuis le 24 août 2006, où lors d'une assemblée générale de l'Union astronomique internationale, d'ailleurs la prochaine a lieu cet été à Vienne, elle a lieu tous les 3 ans, c'est là que vous avez les astronomes du monde entier, on est plusieurs milliers qui nous rassemblant, c'est là qu'on prend des grandes décisions, des nouvelles définitions, etc. Eh bien, c'est lors de cette assemblée générale que nous avons voté une nouvelle définition de planète. Et effectivement, nous avons voté. Et cette nouvelle définition, doit tourner autour du Soleil, mais une orbite primaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un satellite. 2, il faut que cet objet ait une forme régulière, donc plus ou moins ronde. Ça veut dire qu'un astéroïde, ce n'est pas une planète. Et 3e critère, c'est le critère de domination dynamique. Il faut avoir nettoyé son orbite. Et c'est cette définition qui prévaut actuellement. L'échelle horizontale avec ces masses de la... Alors c'est la masse de la population locale. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple la Terre, tout ce qu'il y a autour de la Terre, c'est les géocroiseurs, on prend leur masse, on les met là. Donc la Terre se pose ici. Voilà. Donc Cérès, par rapport à tous les autres astéroïdes, c'est là. Cérès, la masse, c'est là. Et ici, ce sont tous les autres astéroïdes. Et ça fait un tiers. Voilà. Le rapport, donc 1 sur 1000. Ok, et donc voici le vote. Et allez savoir pourquoi les Américains étaient les plus virulents contre le changement de statut de Pluton. Et finalement, ça n'était pas très bien compris par le grand public. C'est pour ça que je l'explique à chaque fois dans les écoles quand je vais là. Car effectivement, il ne faut pas rester figé. La science, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue en fonction des connaissances, en fonction des nouvelles observations. Et Jewitt, qui est le découvreur du premier transneptunien, a eu cette phrase: nous avons découvert plus une ceinture de Kuiper et moins une planète. Bah, c'est une bonne affaire, parce finalement on a trouvé une vaste population, et grâce à cette population, on a mieux compris l'enfance tourmentée du système solaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai peut-être une autre fois. Et donc, si on revient à ce diagramme-là, il est très riche, ce diagramme-là, parce qu'on voit les classiques, on voit les rouges qui sont les dispersés. Mais vous voyez ici, ces objets-là, c'est les résonants. Et puis ces objets-là, ce sont ces fameux objets détachés. C'est-à-dire que sur ce diagramme demi-grand axe excentricité, cette ligne-là ici, c'est la trajectoire de Pluton. Donc tout ce qui est des objets qui sont en dessous sont très éloignés, pas de Pluton, pardon, de Neptune. Donc tous les objets qui sont ici sont très détachés de l'influence gravitationnelle de Neptune. Donc tous ces objets-là, eh bien, ils posent question. Ce sont des objets extrêmes. Et dans ces objets extrêmes, on a trouvé des objets absolument ahurissants, comme Sedna. Alors Sedna, son périhélie 76 UA. Je vous rappelle, Neptune, c'est 30 UA. Donc Sedna ne sera jamais sous influence gravitationnelle de Neptune. Tous ces objets qui sont ici, là, sur cette ligne-là, eh bien, ils sont sous influence gravitationnelle de Neptune. C'est-à-dire qu'ils croisent régulièrement l'orbite de Neptune quand ils sont au périhélie. Ce sont ces objets-là qu'ils deviennent des comètes à terme. Donc c'est l'origine des comètes, la ceinture de Kuiper. Tandis que ces objets-là ne seront jamais perturbés, ils resteront là à vita aeterna, ils sont stables sur le système solaire. Et au plus loin, Sedna va à près de 1000 UA. Et je vais vous faire une animation de cet objet qui est absolument extrême. Alors c'est un zoom arrière, vous avez le Soleil au centre, les planètes telluriques, la ceinture d'astéroïdes ici, en vert les planètes géantes, et l'orbite de Sedna
après la ceinture de Kuiper qui est là, elle est beaucoup plus éloignée, beaucoup plus distante, très très loin. Bon, on a l'objet, le record que je vais montrer, il est aussi extrême, mais celui-là, la particularité, c'est qu'au plus près du Soleil, il n'est jamais près de Neptune, donc ça ne s'approchera jamais de Neptune. Et la question que l'on se pose, mais comment il a pu arriver là? Je ne l'ai pas dit, mais Sedna, c'est un demi-Pluton, trop gros pour être formé là. Il faut qu'il se soit formé beaucoup plus près, et donc il a dû être éjecté. Mais comment? Par qui? Et en revenant avec ce diagramme, donc ce sont des diagrammes un peu techniques, mais ça permet de bien voir les choses. Ici, vous avez la distance au périhélie, et là, l'excentricité. Donc si je trace ici des lignes, ici c'est les objets à 150 UA. Ici, ce sont les objets à 1500 UA. Donc on reconnaît ici les résonants qui sont là, les classiques et les plutinos qui sont là. Et donc, quand on dépasse cette ligne-là, ce sont des objets qui sont extrêmes, qui sont détachés voilà, on dépasse 40. Donc tous ceux qui sont à droite de cette ligne-là, ce sont des objets qui sont en dehors de l'influence gravitationnelle de Neptune. Et comme en plus ils sont très loin du Soleil, ce sont des objets qu'on appelle extrêmes. Donc ceux-là, ce sont des extrêmes dispersés. Ceux-là, ils sont même détachés puisqu'ils sont après 40 UA. Et puis ceux-là, dont fait partie Sedna, ils sont dans ce qu'on appelle le nuage de Oort interne. Donc on est vraiment à la limite on est presque dans ce nuage de Oort parce qu'on est complètement détaché de Neptune. Et on en a trouvé. Le nuage de Oort, ce sont aussi des comètes. C'est le deuxième réservoir. Ce sont tous des comètes en puissance. Hein. S'ils sont détachés, ils viennent près du Soleil, ce sont des comètes en puissance. S'ils ne sont pas détachés, ils restent là, ce ne sont pas des comètes, mais ce sont des objets glacés. C'est ça une comète. Une comète, c'est un objet glacé qui, à l'approche du Soleil, développe une activité cométaire. Et donc, justement, je vous parle de tout ça parce que c'est de là que vient la suspicion d'une planète. Explication de plusieurs anomalies dans la ceinture de Kuiper. Cet objet de Sedna, je ne vais pas y revenir, je l'ai largement détaillé. Effectivement, pourquoi il est là? D'où vient-il? Peut-être que des orbites fortement inclinées, très allongées. La falaise de Kuiper. Pourquoi tout d'un coup on a une falaise, rien derrière? Eh bien, on peut peut-être expliquer tout ça par l'influence gravitationnelle. On peut avoir une coupure du disque, on peut avoir des objets comme Sedna qui ont été projetés à l'arrière par l'influence gravitationnelle d'une planète. Par exemple, un Mars à 60 UA ou une Terre à 100-200 UA. Ça peut provoquer ça. Ou alors, quelque chose de primitif qui a été éjecté du système solaire. Ou encore, Neptune elle-même qui était sur une autre orbite dans le passé. Ça, c'est l'influence gravitationnelle d'une planète. Mais ça peut être aussi le passage rapproché d'une étoile peu après la formation du système solaire. Mais l'inconvénient, c'est que ces divers scénarios ne sont pas tous autocohérents. Par exemple, un Mars à 60 UA, ça détruirait la résonance 3-2 entre Neptune et Pluton. Donc en plus, ce sont des arguments qui sont semi-quantitatifs et qui ne donnent pas l'orbite de la planète. Mais c'est néanmoins ces petites anomalies qui ont fait suspecter la présence d'une éventuelle planète loin dans la ceinture de Kuiper. Et avec des observations de ces fameux Trujillo et Shepard, dont je vous disais étaient très prolifiques, ils découvrent des dizaines d'objets, des centaines d'objets transneptuniens. Et d'ailleurs, Shepard, c'est un jeune astronome américain, c'est lui qui détient le record de nouveaux satellites, nombre de satellites de planètes découverts. C'est vraiment un très grand observateur. Et grâce à ces observations, eh bien, Batygin et Brown, donc ces premiers qui ont annoncé cette nouvelle de Planète 9, eh bien, ils voient quelques objets extrêmes, là, donc ces objets, il y en a 8. En regardant leur orbite, vous voyez, on remarque qu'ils sont toutes orientées dans la même direction. Vous voyez, la direction du périhélie, les orbites sont alignées préférentiellement dans cette direction-là. Et ça, ils ont fait un modèle, et ça peut être expliqué par la présence d'une planète qui, justement, les chasse d'un côté et les confine dans cet endroit-là. Et pour avoir, donc on en a 8, là, 1, 2, 3, non, on en a 6 objets découverts. Avec ces 6 objets,
la probabilité que ça soit comme ça, dû au hasard, elle est très faible, 0,007%. Donc, le fait que ça soit une probabilité très faible les a poussés à tenter d'avoir une interprétation. Et la meilleure interprétation, c'est cette planète 9. Et effectivement, cette planète 9, ce sont des simulations d'Alessandro Morbidelli, de l'Observatoire de Nice. Eh bien, si vous avez plein d'objets comme on devrait en avoir, s'il y a une planète 9 avec cette orbite-là, eh bien, au bout de X révolutions autour du Soleil, eh bien, ça nettoie, et ça ne garde que des orbites anti-alignées par rapport à cette planète. Donc c'est convaincant, et d'ailleurs Alessandro Morbidelli est tout à fait, qui est une référence dans la dynamique du système solaire, est tout à fait convaincu qu'une planète peut faire ce résultat-là. Et même en 2016, on trouve d'autres objets. Là, donc, je ne sais plus, on en a trouvé encore 2, 3, 4. Eh bien, ça confirme aussi, ça ouvre la pétale, vous voyez, par rapport à ça. Là, ici. C'était un peu plus confiné, mais là, la pétale, la fleur est un peu plus ouverte. Mais néanmoins, on a cette direction-là. On a même trouvé un objet, lui, du coup, ceux-là sont anti-alignés avec la planète 9. On a même trouvé un objet aligné avec la planète 9, mais complètement interne. Donc, cette orientation préférentielle anti-alignée tient toujours, et l'objet aligné, 2013 FT28, est également compatible avec le scénario de la planète 9. Donc, tout va bien, même en 2016, tout est conforté par les nouvelles observations. Et en plus, les autres vertus de la planète 9, parce qu'il y en a d'autres, c'est qu'elle explique non seulement l'orientation privilégiée des directions des périhélies des objets distants, donc ceux qui sont au-delà de 150 AU, mais ça explique aussi l'existence d'objets de très grands périhélies comme Sedna. Sedna, lui, il a vraiment un périhélio complètement détaché. Ça, une planète grosse peut expliquer l'éjection de Sedna sur cette orbite. Et puis l'existence d'objets de forte inclinaison. Donc le mécanisme, c'est un couplage résonnant entre la planète 9 et les objets extrêmes. Donc il les excite, l'excitation de l'excentricité, et l'échange entre l'excentricité et l'inclinaison sur des échelles de temps de quelques centaines de millions d'années. C'est l'animation que je vous ai montrée tout à l'heure. En plus, elle augmente la stabilité de certains objets distants. Et je termine parce que ça explique aussi une anomalie. Laquelle d'anomalie? L'anomalie de l'inclinaison du plan orbital des planètes par rapport à l'équateur céleste. Alors, je vous ai raconté tout à l'heure que les planètes sont nées à partir d'un disque. Donc un disque veut dire inclinaison 0, d'accord? La rotation du disque initial définit une direction privilégiée, c'est ce qu'on appelle le moment cinétique, et donc un plan privilégié qui est perpendiculaire à cette direction. Donc ça, tout devrait être dans cette direction. Voici le moment cinétique. Le mouvement orbital des planètes et le mouvement de rotation du Soleil sur lui-même reflètent la rotation du disque. Le plan orbital des planètes et celui de l'équateur solaire devraient être confondus. D'accord ? Le Soleil tourne sur lui-même, l'équateur du Soleil est aligné avec le plan du disque à partir duquel il est né. Or, ce qu'on remarque, c'est que les planètes sont effectivement dans un même plan, ça on l'a vu, mais ce plan, le plan moyen, il est incliné d'un angle de 6 degrés par rapport à l'équateur solaire. Vous me direz 6 degrés, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est conséquent et ça ne peut pas être expliqué, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. À moins que, là vous retrouvez le plan des planètes, d'accord ? Les planètes se forment à partir de ce disque d'accrétion. Le moment cinétique, il est là, total, il est perpendiculaire au plan. Là, si vous comptez bien, vous voyez 5 planètes géantes. Ah, je l'ai fait exprès. Si une de ces planètes géantes, justement, est éjectée, parce qu'il y a eu des mouvements, des perturbations, et sort de ce plan-là, eh bien ça va faire quelque chose. La planète 9 change d'orbite, c'est cette fameuse planète, mais le moment cinétique total ne change pas du tout, tout de suite, car le changement du moment cinétique de la planète 9 est absorbé par le gaz. Car effectivement, il y a plein de gaz encore qui est présent lors de l'accrétion des planètes. Mais ce gaz, il est chassé avec le vent solaire, et puis on n'a plus de gaz actuellement. Après la dissipation du gaz, le moment cinétique total, les planètes intérieures plus la planète 9, a changé.
et définit ce plan invariant qui est là, donc qui est incliné. Et la planète 9 exerce un couple de forces sur les planètes intérieures et réciproquement, ce qui fait que ce plan va précesser autour de cet angle, de ce plan invariant. Et donc, c'est ce qui est, donc les planètes vont osciller autour du plan invariant, d'où un angle de ce plan orbital avec l'équateur solaire. Donc, pour résumer, la présence de la planète 9 fait incliner le plan des planètes, le fait s'incliner de ce fameux 6 degrés. Donc, l'existence de cette planète 9 nous arrange bien, puisque finalement, ça pourrait expliquer cette grande anomalie. Donc, que sait-on de cette planète 9 ? Grâce à toutes ces observations. Ah si, allez, bah, avec la masse qu'elle a, non, je vais vous la dire. Ouais, ça suffit. 20 masses terrestres pourraient donc être expliquées par toutes les observations que l'on voit. Donc, probablement, ce serait autour de 10 masses terrestres. La magnitude, donc, ça serait entre 22 et 25. La période orbitale, 15 000, 20 000 ans. Donc tout ça, il y a des marges d'erreur. Hein. Le demi-grand axe à 700 UA, périhélie autour de 200. Mais l'aphélie, là, on a plus de marge d'erreur, peut-être entre 500, voire 1200, probablement autour de 700 en ce moment. Par contre, voilà, l'inclinaison de conséquent, et en fait, on ne sait pas trop entre ces deux inclinaisons, entre 18 ou 48 en inclinaison. Et on a même des modèles d'évolution qui sont déjà prêts. On ne l'a pas découverte, mais grâce à ces caractéristiques de masse, de distance, on peut déterminer sa température, son spectre. Voilà, là, ici, c'est un spectre en fonction de la longueur d'onde. Et on sait de combien elle va refléter, la lumière solaire réfléchie, donc. Et puis, avec cette température qui est très faible, 40 K, donc ça fait moins 220 degrés Celsius, eh bien, elle émettra dans le thermique qu'on va pouvoir aussi observer. Et c'est grâce à ces observations à la fois dans le visible et dans le thermique qu'on détermine l'albédo, la température, la taille. Donc, si on la découvre, si on la trouve, eh bien, on pourra complètement la caractériser en termes de taille, de température, grâce au ALMA, qui est un grand réseau de radiotélescopes, grâce au JWST, le James Webb. Et si on revient sur ce critère de domination dynamique, eh bien, on place la planète 9 ici, par rapport à ce qu'on connaît de la population, elle est bien au-dessus de cette ligne. Donc ça serait bien une planète au sens de la définition de 2006. Maintenant, où est-elle ?